Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints dans le grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Nous allons décrypter ce soir le phénomène masculiniste, cette mouvance réactionnaire, misogyne, très active sur les réseaux sociaux. Est-elle un mal de notre temps, un projet politique bien orchestré ou bien les deux? La réponse, c'est dans quelques instants avec nos invités. Nous irons également à la rencontre de Sébastien Lagrève, auteur du roman Les Jours volés, l'histoire bouleversante d'un père qui se bat pour avoir la garde de son fils après un divorce difficile. Et puis avec notre journaliste Adrien Fontenot, nous ferons la lumière sur la peur des écrans. C'est vrai que c'est une préoccupation très ancrée aujourd'hui à notre époque, mais qui, vous le verrez, ne date pas d'hier. Adrien Fontenot, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Adrien. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Allez, on débute ce journal avec l'ouverture officielle ce lundi de la plateforme Parcoursup. C'est l'heure des choix pour près d'1 million de candidats. Ouais, qu'ils soient en terminale ou en réorientation, les élèves et étudiants peuvent depuis aujourd'hui formuler des vœux sur la plateforme Parcoursup. 25 000 formations leur sont proposées. Pour chacune, les candidats vont trouver plusieurs informations. Ils pourront notamment savoir si celle qu'ils ont choisie est sélective ou non et le nombre de places dont elles disposent, mais aussi le taux d'accès par type de baccalauréat. Autre outil, le simulateur personnalisable qui leur permet d'observer leurs chances d'admission. Des statistiques concernant l'insertion après 6 mois et le salaire médian annuel après 1 an sont aussi accessibles en ligne. Autant de propositions du ministère pour essayer de rassurer au maximum les jeunes élèves et futurs étudiants. Selon une étude, justement, 84% des lycéens jugent la procédure stressante. Seul un tiers la considère juste et équitable. Et sur ce dernier point, Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, tenait une nouvelle fois à défendre la plateforme. La sélection, c'est l'université, c'est l'IUT, c'est le BTS, c'est les profs qui vont se mettre autour de la table, qui vont regarder les dossiers et qui vont, quelque part, classer les candidatures. Donc c'est vraiment... ils lisent vraiment les lettres de motivation, ils regardent le dossier. Je peux vous garantir que les collègues qui sont autour de la table, etc., c'est un travail énorme. Ils peuvent se faire aider, évidemment, d'outils divers et variés, mais après, ils regardent les dossiers un par un. Et donc, vraiment, c'est un travail c'est pas du tout un outil, c'est pas du tout une boîte noire, presse-bouton, dans lequel c'est pas du tout ça. C'est vraiment un travail qui est un travail individuel avec des enseignants-chercheurs, avec des enseignants qui regardent les dossiers les uns après les autres. Donc, c'est vraiment je fais vraiment un très très gros travail aussi du côté des formations. Alors, quelques questions pratiques. Et quand même pour la rassurer, hein, moi je voudrais donner juste un chiffre, par exemple, les lycéens aujourd'hui, l'an dernier, les lycéens généraux, on avait quelque chose comme 98% des jeunes qui recevaient dans la procédure normale une proposition. Le message est passé. Tous, en tout cas, ont jusqu'au 12 mars pour s'inscrire dans les formations souhaitées. 10 maximum, on le rappelle. Ils auront ensuite jusqu'au 1er avril pour finaliser leur dossier. Voilà, ça c'était pour le rappel des procédures. On continue de parler justement de cette ouverture de Parcoursup avec un point qui retient l'attention. Ce sont ces plateformes complémentaires qui sont privées et payantes et qui aident les lycéens à choisir leurs études. Et faire un choix alors qu'on a déjà le baccalauréat en tête, c'est pas forcément toujours facile pour nos jeunes. Et évidemment, certains y ont vu une opportunité. Des coachs d'orientation privées ont commencé à voir le jour et c'est un marché très porteur qui augmente depuis quelques années. En ce moment, on ne compte plus les offres sur les groupes d'entraide entre parents sur les réseaux sociaux. Facebook, par exemple, des coachs indépendants proposent 1 heure en visio à 150 €. Dans les salons d'orientation, ces coachs ont même des stands pour démarcher les familles. Sur le site de Ton Avenir, une société de coaching, il y a différents forfaits qui sont proposés. Le Pass Inspiration, par exemple, à 490 €. Alors là, le coach aide l'élève à lister simplement ses vœux, ou le Pass Sérénité qui monte à 790 € avec un bilan complet pour aider l'élève à trouver sa voie. Et des fois, ça va même encore plus loin, comme le rappelait Ariane Despierres-Ferry, directrice de la rédaction du site l'étudiant.fr. Là où il faut être vigilant, je dirais, c'est plus si on souhaite le faire, parce que ça peut être un choix de famille. Alors plutôt aisé, on l'a vu, il faut quand même un certain 1 000 €, c'est une somme astronomique quand même. Après 150 €, il y a des familles peut-être plus modestes qui peuvent se le permettre. Ça dépend en fait de ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que si on a un enfant qui est vraiment un peu perdu et qui n'a pas du tout de piste, d'orientation, et qui sait
pas ce qu'il veut faire finalement. Si l'échange avec ses parents, avec les professeurs ne suffit pas, il faut, je dirais, un accompagnement qui soit encore plus individualisé. Alors, on a parlé des psychologues de l'éducation nationale, il y a tous les entretiens qu'on peut avoir avec des formations sur les salons, lors des JPO, etc. Après, voilà, il y a des personnes qui vont jusqu'à consulter. Oui, journée portes ouvertes, c'est ça. Oui, dans l'établissement. Et là, c'est intéressant parce que vous avez un dialogue avec les responsables de la formation et aussi avec des étudiants. Alors comme souvent avec toutes ces offres, toute la difficulté de trouver la bonne, d'éviter l'arnaque, disons-le, pour les plus sceptiques, il reste toujours les outils proposés par Parcoursup directement et le message d'espoir toujours porté par Philippe Baptiste. Mon projet Sup, moi j'encourage les jeunes qui sont aujourd'hui. Mon projet Sup, donc il y a un outil de l'ONICEP qui permet justement d'aider à l'orientation, qui permet en fait de trouver son chemin quand on n'a pas trop d'idées, quand on hésite. Mais ce ne sont que des outils. Après, il faut réfléchir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain? Et surtout, évidemment, c'est un moment de stress. Mais je voudrais quand même dire une chose pour rassurer un tout petit peu les jeunes. Évidemment que c'est un moment de stress, mais vous n'êtes pas en train de jouer votre vie. Vous avez le droit de vous tromper et vous avez le droit de rejouer. Enfin, vous avez le droit de rejouer. Il y a beaucoup de réorientations aujourd'hui dans le système et c'est souvent des réorientations très positives. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui essayent quelque chose, ils ont un parcours, ça marche pas, ils reviennent et l'année d'après, ils vont trouver leur voie. L'actualité politique maintenant, mais qui concerne justement les étudiants. Le gouvernement, vous le savez, bataille toujours pour faire adopter son budget 2026. Sébastien Lecornu a d'ailleurs invoqué l'article 49.3 et cette nouvelle proposition, c'est une main tendue aux socialistes. C'était leur demande effectivement. Le Premier ministre promet de généraliser les repas universitaires à 1 €. Ouais, c'est une mesure qui date déjà de janvier 2025 à l'occasion de la niche parlementaire. Le PS avait fait adopter une proposition de loi visant à généraliser le repas à 1 € pour tous les étudiants. La présidente socialiste de la Commission des affaires culturelles, Fathia Keloahachi, avait dénoncé l'accroissement de la précarité étudiante et chiffré le coût d'une telle proposition à 90 millions d'euros par an. Proposition suivie donc par le gouvernement et Philippe Baptiste rappelait ce matin que ce n'est pas la seule mesure en direction des étudiants dans ce budget. Le budget initial prévoyait déjà pour la mission du ministère un peu globale 600 millions d'euros d'augmentation budgétaire, donc c'est déjà beaucoup d'argent, et puis là, probablement, dans le budget qui va être présenté là, donc cette nouvelle proposition, il y a de nouveau un effort supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a les repas à 1 €, il y a l'augmentation des bourses pour les étudiants, mais il y a aussi des moyens spécifiques pour les universités et pour les organismes de recherche. Parce qu'on a vu des universités qui sont obligées en ce moment de diminuer leur nombre d'étudiants. Non, il n'y a pas de diminution non. Les étudiants aujourd'hui qui vont rentrer dans le système vont trouver des places. Aujourd'hui, on peut avoir des tensions à un certain nombre d'endroits. On est très attentif à ça et évidemment, on sera mobilisé pour trouver des solutions. Voilà pour cette proposition de repas universitaire à 1 € qui était jusque-là réservée aux étudiants boursiers. On le rappelle, la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes, parle, elle, d'une victoire. Allez, on va continuer avec une information, mais surtout bouchez-vous les oreilles si vous êtes actuellement sur Parcoursup, que vous soyez parent ou adolescent, parce que le ralentissement du marché du travail se confirme et les jeunes, évidemment, sont en première ligne. Ouais, c'est nos confrères de RTL qui dévoilent le baromètre Hello Work 2025. Il n'est pas des plus réjouissants. En effet, 10,1 millions d'offres d'emplois ont été publiés sur la plateforme l'an dernier, contre 11,1 en 2024, une baisse significative de 10%. Les employeurs privilégient désormais la prudence, notamment sur les contrats longs. Les CDI reculent de 11%. L'alternance aussi en est replie avec 12% d'offres en moins. Et l'instabilité politique et budgétaire y est forcément pour quelque chose. Une situation qui touche particulièrement les jeunes, notamment ceux que l'on qualifie de NEETs. Alors c'est un diminutif anglais, mais ça veut dire ni en emploi, ni en formation, ni en études. En 2024, 14,4% des 15-29 ans se trouvaient dans cette situation et les économistes ont estimé que 70% des jeunes y passent à un moment de leur parcours. Alors à la sortie des études, l'accès à l'emploi devient plus difficile, même pour les profils diplômés. Un petit point à présent sur la situation météorologique et l'impact sur nos écoles dans l'Aude notamment, puisque plusieurs établissements sont fermés en raison des intempéries et on pense à eux, on pense à vous parce que c'est le cas depuis mi-décembre déjà. Il y a des intempéries, des crues, des inondations
inondations à répétition et ça, c'est extrêmement dur. Ça dure depuis un moment et ça se poursuit. En tout, 5 départements du sud du pays étaient en vigilance orange pour pluie, inondation et crue. Les 2 de Corse, l'Hérault, l'Aveyron et donc l'Aude. Dans ce dernier, les débordements de la Cesse ont été observés dans plusieurs communes avec un pic de crue atteint vers 7h à 3,20 m. Plusieurs dégâts matériels légers ont été constatés. Une dizaine d'interventions des forces de secours nécessaires par précaution. La préfecture de l'Aude a donc décidé ce lundi la fermeture des écoles, crèches et accueils de loisirs, la suspension des transports scolaires et l'interdiction des manifestations sportives culturelles. On a un événement d'une intensité exceptionnelle, nous rappelait Amélie Triou, directrice de cabinet du préfet de l'Aude. L'idée, c'est de limiter les déplacements. Il faut que tout le monde joue le jeu, que les gens restent calmes et vigilants, car on ne joue pas avec la sécurité de nos concitoyens. Ouais. Des écoles fermées donc dans le sud de la France. Et on termine avec un mot de l'international, puisque les écoles ont rouvert en Iran, même si la répression se poursuit et que la situation, évidemment, est toujours très tendue. Elles étaient fermées depuis le 10 janvier face à la vague de contestation qui frappe le pays. Mais les écoles ont bien rouvert ce dimanche 18 janvier en Iran, un jour ouvrable dans le pays. L'annonce a été faite samedi par les autorités iraniennes. Les examens prévus dans les principales universités du pays qui avaient été reportés en raison des manifestations se tiendront également à partir du 24 janvier, a ajouté l'agence de presse iranienne ISNA. Mais la répression continue dans le pays malgré cette affirmation des autorités qui estiment que les manifestations sont désormais sous contrôle. Depuis le début des contestations, les bilans tenus par les différentes organisations varient, mais le décompte estimé est terrible, entre 3 000 et 20 000 morts. Merci beaucoup Adrien, on vous retrouve un peu plus tard dans cette émission pour parler des écrans. Exactement, et de l'addiction, qui n'est pas tout à fait nouvelle, vous allez voir. On en vient en attendant à notre question du jour. De quel mal le masculinisme est-il le nom ? Cette mouvance misogyne, androcentrée, antiféministe et réactionnaire prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, si bien que différentes auditions ont été lancées ces dernières semaines au Sénat par la délégation aux droits des femmes. On en parle tout de suite avec nos 2 invités. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Rossignol. Bonsoir. Bonsoir. Sénatrice du Val-de-Marne, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et Céline Morin, bonsoir. Bonsoir. Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Nanterre. Je vous disais, chers amis, en introduction de ce plateau, qu'évidemment, on trouvait beaucoup de masculinistes sur les réseaux sociaux. Eh bien, regardez, on est allé faire un petit tour sur TikTok. Notre monde est parti totalement en couille. En France aujourd'hui, près de la moitié des moins de 35 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme. On va lui demander d'être le plus riche, le plus intelligent, le plus musclé, le plus beau. Mais on ne peut pas tous être ça. Un mal-être grandissant sur lequel surfent des dizaines d'influenceurs d'un genre nouveau. Sois la meilleure version de toi-même. Regarde mes vidéos et tout va bien se passer. Qui sont ces gourous de la virilité qui murmurent à l'oreille de nos ados? Être une femme, c'est avoir déjà à la naissance un désavantage. Propos dégradants, misogynes, violents, enquête sur un phénomène de société aux conséquences parfois dramatiques. Il m'a dit qu'il voulait faire une attaque un jour. Les gourous de la virilité, voilà comment on pourrait effectivement définir ce mouvement masculiniste. Mais Céline Morin, j'aimerais commencer avec vous pour comprendre réellement ce qu'est justement ce mouvement-là. Comment est-ce qu'il s'est formé et surtout de quel phénomène sociétal il est le symptôme ? Alors, il s'est formé dans la version que l'on connaît aujourd'hui, dans sa version contemporaine. Il a commencé à s'élaborer à partir des années 80. Après, il faut bien se rendre compte que le mouvement masculiniste ou les mouvements antiféministes ont toujours été concomitants des mouvements d'émancipation des femmes. Donc, il y a toujours eu des contre-offensives, conservatrices ou réactionnaires, au mouvement d'émancipation. La version moderne, contemporaine, y compris celle des plateformes, c'est une version effectivement qui va, comme le montre bien le magnéto, qui va mettre en valeur l'hyper-virilité des hommes en évoquant cette solution, cette porte de sortie comme une réponse à des incertitudes relationnelles, à des incertitudes affectives. Parce que c'est ça qu'on mesure effectivement quand on creuse un petit peu, c'est que ces hommes qui font partie de cette mouvance sont souvent des hommes seuls, célibataires, qui ont eu des problèmes avec les femmes avant, des ruptures difficiles ou des incompréhensions. Et donc c'est une réaction très violente finalement à ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'on peut le définir comme ça ?
On peut le définir comme ça, mais pas que. Mais pas que, mais surtout pas que, parce que nous traversons tous et toutes des insécurités affectives, des relations compliquées. Voilà, ça fait partie du sel de la vie. Et ce que l'on voit qui est mis en scène et mis en commerce aussi dans ces contenus-là, c'est une pédagogie de la domination, en fait. Et c'est là où il faut répondre par une pédagogie relationnelle, une pédagogie du vivre ensemble. Ce qu'il propose, c'est une grammaire comportementale, c'est un mode d'emploi relationnel, mais c'est pas de la relation véritablement. Laurence Rossignol, je vous voyais réagir quand on disait mais pas que. Oui, parce que je pense qu'il faut partir de ce quel est l'objectif de ce mouvement, parce que c'est un mouvement politique. Alors pour vous, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique au sens, c'est un mouvement qui a comme ambition d'influer sur l'organisation de notre société. Donc en ça, c'est un mouvement politique. Et c'est un mouvement qui, à mon sens, est un mouvement d'abord de rétablissement et de sauvegarde, de protection des privilèges des hommes. Ça, je vais revenir un tout petit peu en arrière. À un moment donné, il y a un garçon qui dit « naître une femme, c'est un désavantage ». Factuellement, c'est vrai. Et naître homme est un énorme avantage. Les hommes ont un certain nombre de privilèges, que ce soit des privilèges financiers, économiques, du fait qu'ils gagnent toujours davantage que les femmes. Les transmissions, les successions de biens familiaux sont toujours à leur avantage. Ils ont des plus grosses retraites que les femmes. Donc les hommes ont des privilèges économiques. Ils ont des privilèges sexuels également, puisqu'il n'a échappé à personne qu'on parle du consentement des femmes, mais rarement les garçons dire. Et si on parlait du consentement des hommes dans les relations hétérosexuelles, ça n'existe pas. Donc les hommes ont un privilège sexuel, c'est-à-dire qu'ils peuvent se servir beaucoup plus facilement, et c'est comme ça que certains le vivent. Les hommes ont des privilèges matériels, c'est-à-dire que tant que les tâches domestiques, la responsabilité des enfants ne sont pas partagées à 50%, c'est un privilège matériel que d'avoir quelqu'un qui s'occupe de votre intendance à la maison. Et ces privilèges sont battus en brèche aujourd'hui, menacés, contestés par les mouvements féministes et plus largement par les mouvements progressistes qui soutiennent ce qu'ont été les revendications féministes. Alors justement, j'aimerais revenir à ce que vous disiez, Céline Morin, parce que vous disiez ça date des années 80 et j'ai un exemple puisque 1989, il y a l'assassinat de 14 femmes à l'école polytechnique de Montréal par Marc Lépine qui avait exprimé sa volonté, je le cite, de tuer des féministes. Donc c'est vrai que cette mouvance n'est pas nouvelle. La grosse différence, en fait, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est peut-être pour ça qu'elle prend autant de place, Céline Morin ? Elle est surtout beaucoup plus visible. Grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux. Donc, elle va prendre des formes contemporaines qui sont celles, effectivement, de format court, de format. Mais elle se multiplie parce qu'on a l'impression que ce discours-là, il y a encore 10 ans, n'était pas aussi prégnant. Et aujourd'hui, on en entend vraiment parler. La mouvance porte un nom, elle est structurée, on y viendra peut-être tout à l'heure, elle est financée. C'est plus compliqué que structurée, parce que il y a des structures. Il y a des structures. Mais bon, Céline Morin, qui étudie ces mouvements, c'est plus que moi, parce que nous-mêmes, à la délégation droits des femmes, on auditionne Céline Morin pour mieux comprendre ce qui se passe, incontestablement. Mais je voudrais, dans le petit magnéto qui était là tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est toute une série de contradictions. Par exemple, ces hommes disent, on nous demande d'être riches, d'avoir des grosses voitures, d'être forts, etc. Mais c'est au moment où il y a dans la société un mouvement qu'on dit de déconstruction, c'est-à-dire des hommes qui eux-mêmes contestent les assignations de genre, les stéréotypes auxquels ils sont assignés, qui ne veulent pas qu'être un garçon signifie ne jamais pleurer, ne jamais avoir d'émotions, se comporter en dominateur. Aujourd'hui, il y a un mouvement de contestation qui est très fort. Et en fait, ces hommes... là, c'est à ce moment-là qu'ils revendiquent, en fait, en faisant semblant de se plaindre. Non, mais surtout que, pardon, mais... Ils font semblant de se plaindre. Personnellement, personne ne m'a jamais demandé d'être riche. Si on rentre dans cette logique-là, je ne vis pas ce que cette personne décrit, par exemple. Et je ne crois pas que beaucoup de femmes vont voir des hommes en disant « je veux que tu sois riche, sinon je viens pas avec toi ». Oui, mais c'est ce qu'ils racontent sur les femmes. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'ils racontent sur les femmes. C'est que les femmes n'en veulent qu'à l'argent, que les femmes sont des êtres veules et intéressés, etc., etc. Parce qu'avec tout ce qu'ils racontent sur les hommes, il y a quand même tout le discours sur les femmes qui va avec. Bien sûr. Et qui est un discours terriblement dépréciatif. Céline Morin, on parlait donc de structure. On a du mal à saisir de quelle manière ils sont organisés. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'ils ne le sont pas. Or, il y a des corporations, j'ai l'impression, les incels d'un côté, il y en a d'autres qui s'appellent différemment de l'autre. De quelle manière ils arrivent à se fédérer, à parler ensemble, à être donc financés, à trouver des lieux d'expression ? Comment ça se matérialise ? C'est très compliqué
compliqué, parce que c'est à la fois des mouvements qui ont des racines historiques qui sont assez facilement identifiables. Donc à compter des années 80, vous avez des groupes vraiment qui vont se définir au miroir du mouvement de libération des femmes, au miroir de certains courants féministes. Ils vont se définir comme des activistes pour les droits des hommes, pour les droits des pères. Voilà. Donc il va y avoir des formats associatifs aux frontières assez clairement définies. Il va y avoir des entrepreneurs culturels. C'est peut-être ceux qui ont le plus pignon sur rue, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous appelez entrepreneurs culturels? Ça va être typiquement des influenceurs, par exemple. Donc des gens qui vont vendre, parce qu'ils sont quand même d'abord là pour vendre des contenus quand même, il faut s'en rappeler. Voilà, donc ça va de la vente indirecte de leur compte Instagram, TikTok, que sais-je, jusqu'à de la vente, effectivement, encore une fois, de modes d'emploi comportementaux, de coaching, qui sont très onéreux. On parle de plusieurs centaines d'euros, voire de quelques milliers d'euros si vous faites des formations d'un week-end ou de plusieurs jours. Donc ces mouvements, ils vont être structurés effectivement de façon à la fois, il va y avoir des alliances stratégiques entre des associations, des entrepreneurs culturels, des influenceurs, des plateformes, des mouvements politiques très anciens aussi. Et puis il va y avoir évidemment des personnalités qui vont émerger là-dedans de façon beaucoup plus nette. Mais moi, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tous ces mouvements-là, je les connais parce qu'on me les montre. Je ne les vois pas directement. Je ne suis pas. Les algorithmes, quand je vais sur les réseaux sociaux, les algorithmes ne me conduisent pas à les regarder. En revanche, il y a des jeunes garçons qui, en 1 heure sur un réseau social quelconque, arrivent à être mis en relation très rapidement. Et encore 1 heure, c'est long, parce que c'est souvent plus en un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Ouais. Mais moi, je repère aussi les masculinistes comme bon chic, bon genre. Le débat sur la natalité, par exemple, est un débat qui fait ressortir des points de vue masculinistes. Quand je lis que la dénatalité, en fait la baisse de la natalité plus exactement, est due à un problème de civilisation et in fine au fait que les femmes maintenant travaillent et ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'elles veulent conduire leur vie comme elles l'entendent et pas simplement comme leur arrière-grand-mère a été conduite à faire la sienne, c'est le masculinisme de salon, ça. Quand on a un certain nombre de sujets qui reviennent régulièrement, qui sont quand les revendications des associations de pères qui viennent contester le fait de payer une pension alimentaire, qui disent, par exemple, quand ils payent une pension alimentaire, ils ne vous disent pas je paye 50 euros ou 100 euros par mois pour mon enfant. Ils disent je lui donne à elle 50 ou 100 euros par mois comme si c'était son argent. Et ces gens-là poussent des propositions de loi qui viennent régulièrement en discussion. Donc je pense qu'il est très important d'avoir en tête effectivement tout ce développement, cette prolifération des comptes masculinistes, de leurs diverses façons de s'exprimer, d'attraper les jeunes. Mais il faut aussi avoir en tête que ça ne se passe pas que dans le monde des réseaux sociaux. Et puis en fait, je vois aussi quand même sur les plateaux télé des jeunes gens qui sont des images du masculinisme. Alors je vais le citer, Louis Sarkozy est pour nous un garçon qui travaille les codes masculinistes. Comment ça se matérialise selon vous ? Ça se matérialise par un certain rapport au corps. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est musclé, il faut montrer qu'on a fait du bodybuilding, il faut s'exprimer de la même façon, il faut être exprimé de manière cohérente par rapport à son corps. Et c'est pas moi qui le ressens comme ça, j'en discute avec un certain nombre de collègues sénatrices qui travaillent là-dessus. Il est l'image type du masculiniste bien policé. Pourtant, dans ses propos et dans ses interventions médiatiques, c'est pas un sujet sur lequel il rebondit souvent, de ce que j'ai pu mais quand il rebondit, la balle frappe fort. Et voilà, il y a un certain nombre de propos qu'il a tenus, où il aurait, en particulier sur les questions de natalité, où le vernis a craquelé. Oui, parce qu'il voulait supprimer les feux rouges, mais ça n'a rien à voir avec le masculinisme. Ouais, encore que c'est quand même, ça renvoie quand même à des codes qui sont des codes assez virils, masculins, sur au volant de ma voiture. Moi, je veux tracer, je veux aller vite. Je veux aller vite et je veux pas qu'on m'embête avec le code de la route et tout ça. Ouais. Non, tout ça, c'est une somme de clins d'œil qui sont
aussi important que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Je pourrais peut-être ajouter aussi que dans ce débat a priori anodin des feux rouges, il y a aussi une idée très ancienne qui est celle de déréguler tout simplement, c'est-à-dire de dire l'État n'a pas à intervenir dans ma conduite, mais aussi finalement dans mon couple, dans ma famille, dans ce que l'on peut collectivement définir comme étant des questions de sécurité, d'égalité, de liberté. Voilà. Et donc il y a encore et toujours cette idée que ça doit revenir au seul individu et in fine à l'individu le plus fort. Ouais. C'est ça. Il y a dans ce mouvement-là de masculinistes, il y a un autre mouvement qui vient les soutenir, qui vient les appuyer, c'est celui des tradwives. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Rossignol, évidemment, ce sont ces femmes qui font évidemment des vidéos pour dire moi je suis bien à la maison, regardez, je fais ma petite cuisine pour mon mari qui va rentrer du travail et que je vais pouvoir choyer avec les petits chaussons qui attendent devant la cheminée. Et on a donc le pendant finalement masculiniste avec ces tradwives, donc femmes traditionnelles. Ça aussi, c'est intéressant à observer pour une universitaire. Alors, c'est intéressant. J'attends encore de voir la véritable traduction sociale, démographique de ce mouvement. Pour le moment, il renvoie surtout à une esthétique très instagrammable. Et vous pensez qu'elle n'a pas de réalité ? Ça peut avoir une réalité. Je ne suis pas certaine que les études sociologiques, en tout cas, ne montrent pas un mouvement massif des femmes vers une volonté de retourner au foyer et de. En tout cas, c'est plutôt aux États-Unis qu'on voit les tradwives. C'est vrai que ça se. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un business, tout ça. Oui. Voilà, elles sont des influenceuses, elles ont des comptes, elles ont des followers, elles vendent de la pub. C'est un business aussi d'être influenceuse. Donc les gens exploitent des créneaux. Et donc, il y a une contradiction absolument fondamentale là-dedans, c'est que ce sont des tradwives qui vont vous dire qu'elles sont très bien à la maison, à s'occuper des enfants et à faire la cuisine, mais en réalité, tout ça est un travail qu'elles mettent sur les plateformes, pour lequel elles sont rémunérées. Donc, c'est absolument contradictoire comme mouvement. Et je rebondis justement sur les tradwives, parce que certains masculinistes donc, défendent leurs idées en affirmant que la place de l'homme, évidemment, dans la société est mise sur le banc, que dans le couple, la famille, l'homme n'a plus sa place. Est-ce qu'on comprend pourquoi ces gens se sentent aussi insécures dans le monde dans lequel nous vivons ? Vous savez, les aristocrates se sentaient très insécures en 1790 et en 1789 quand ils ont vu tomber leurs privilèges et qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas su s'adapter et sont partis à l'étranger. Il y a effectivement toujours des gens qui sont insécurisés par la perte des privilèges. Mais ce que je veux dire, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un problème, entre guillemets, sociétal, puisque nous sommes quand même dans un pays, justement, de révolution, d'évolution. Est-ce qu'il y a un problème religieux ? On peut aussi en parler très clairement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est des mouvements d'émancipation. C'est un XXe siècle qui a quand même été très largement consacré après-guerre à la construction d'états sociaux, à la construction de plus de libertés individuelles, à la construction de relations plus égalitaires, avec des mouvements de minorités qui ont fait entendre leur voix, qui se sont rendus visibles, qui ont obtenu un certain nombre de droits. Non, mais parce qu'on est d'accord, le fait que les femmes aient aujourd'hui encore plus de place et de droits n'a jamais invisibilisé les hommes. Au contraire, nous montons tous ensemble. Et c'est bien ça le message que normalement tout le monde devrait porter. Donc c'est vrai que certains hommes comme moi ont beaucoup de mal à se mettre à la place de ces gens pour comprendre quelle haine les meut pour aller vers ça. Et c'est ça que j'essaie de comprendre. Alors, les malaises individuels qui conduisent à ça sont moins mon sujet que les grandes tendances politiques dans lesquelles ça s'insère. Alors, parce que vous disiez la politique, est-ce qu'il y a des partis qui se greffent derrière ça ? Bien sûr. Lesquels ? Écoutez, Éric Zemmour a écrit, à mon sens, le premier livre d'un homme politique pour remettre en cause l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que ça s'appelle Premier sexe, si ma mémoire est bonne. Premier sexe, il a écrit ça il n'y a pas loin de 20 ans maintenant. Et c'est un livre qui est objectivement un livre de critique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, il a fait une partie de sa campagne là-dessus, sa campagne présidentielle, ça ne lui a pas trop réussi. D'ailleurs, il a chuté à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant dans les sondages. Mais ce qui est clair, c'est qu'on vit dans un moment qui est le moment des suprémacismes. On vit dans un moment où on voit la montée des racismes, mais on voit plus que la montée des racismes, l'affirmation de la suprématie de groupes ethniques, sociologiques,
sur les autres. Et il faut inscrire la montée du masculinisme dans le mouvement global de retour ou d'instauration des suprémacismes. C'est le suprémacisme masculin sur les femmes. Et bien entendu, un certain nombre de courants conservateurs, réactionnaires, pas tous, fort heureusement, très réactionnaires, surfent et captent ce que vous pourriez appeler le malaise, mais captent cette aspiration et disent avec nous, ce que disait Céline à l'instant est très intéressant, on va déréguler. Donc ce sont des partis de la dérégulation, ceux qui disent ça. Et en dérégulant, on va arrêter de protéger l'égalité entre les femmes et les hommes, entre autres, mais l'égalité entre les Français de souche, comme ils disent entre guillemets, et les gens d'origine émigrée. On va détruire tous les cadres de l'égalité et on va pouvoir donner libre cours au mérite individuel qui devrait permettre que les plus forts l'emportent. Alors, vous menez actuellement différentes auditions au Sénat, dont celle de Céline Morin ici présente. En tant donc que vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, le but évidemment de ces auditions, c'est de mieux comprendre le phénomène. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, depuis le début de ces auditions, vous a particulièrement marqué, choqué, quelque chose que nous ne mesurerions pas autour du masculinisme. L'ampleur, la diversité, j'ai envie de dire la perversité des canaux d'influence et le volume et la fragilité et l'exposition, parce qu'on peut pas on ne peut pas dissocier notre réflexion actuelle sur les courants masculinistes du rôle que jouent les réseaux sociaux et en particulier la séquence algorithmique, la numérique algorithmique dans laquelle on est, qui va conditionner. Mais vous savez, qu'est-ce qui me choque, c'est le fait que les grands patrons des GAFAM sont objectivement et franchement trumpistes, ils sont objectivement libertariens et ils sont objectivement antiféministes. Ils n'ont aucun intérêt à réguler ce type de contenu. Donc ils n'ont aucun intérêt à réguler. Et on attire les gens. Et c'est vrai qu'il y a des gamins qui vont mal, il y a des jeunes hommes qui vont mal, il y a plein de jeunes femmes qui vont pas bien non plus. Et elles ont, parce qu'on en parle, parce que cette histoire sur les hommes vont pas bien cache quand même le fait que les femmes ont plein de raisons d'aller pas bien. Moi, je travaille avec les familles monoparentales. Voilà, elles sont toutes seules, elles élèvent les gosses. Leurs gosses sont majoritairement en dessous du seuil de pauvreté. Elles galèrent. Elles vont pas participer à des attentats terroristes contre les hommes, quoi. Elles font comme elles peuvent. Elles se débrouillent. Elles essaient de pousser des revendications d'égalité. Et donc, il y en a qui, dans le malaise, vont vers l'égalité, la fraternité, la fraternité. Et il y en a d'autres qui, dans le malaise, vont vers leur propre affirmation et la domination. Mais justement, pour revenir sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut presque parler de complicité passive, et on ne comprend pas, ou mal en tout cas, pourquoi personne ne fait rien. Mais c'est la même chose sur les contenus autour du suicide. Beaucoup d'écoliers ou d'écolières se suicident après avoir vu des vidéos sur TikTok sur le sujet, sur la pornographie, sur la violence. Bref, là, on a effectivement un phénomène de société et on se dit, mais pourquoi personne ne fait rien? Alors, je vous pose la question. Mais vous disiez une complicité passive, c'est une complicité très active. Active et consciente. Bien sûr. Il y a des intérêts économiques, industriels, qui sont extrêmement forts. Il faut quand même rappeler que ces GAFAM participent d'une économie états-unienne de façon absolument fondamentale désormais. Et donc l'Europe et la France aussi a beaucoup de mal à répondre à cette législation, à venir réguler ces contenus. La France, justement, est-ce que la France pourrait dire maintenant, on arrête dans notre pays? Alors, à la question, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le fait que la délégation des femmes du Sénat, qui va être la première institution représentative, officielle du pays. Voilà, le Sénat, c'est une institution importante, en principe respectée, mais qui surtout se mêle des politiques publiques. Le Sénat ne se mêle pas de la vie privée des individus. Nous l'avons fait au moment où nous avons fait le rapport sur l'industrie pornographique. Et on nous a dit à l'époque, mais de quoi vous allez vous mêler, de quoi vous essayez de mêler le Sénat ? Puisque tout cela, la consommation de porno relève des choix individuels et de la liberté individuelle. Et on a expliqué que c'était un problème de santé publique, le porno. Et nous avons été les premières à le faire. Là, aujourd'hui, avec le rapport sur les masculinistes, nous sommes la première institution qui va
à la fois essayer de compiler l'ensemble des travaux, et il y en a, et fort heureusement, des chercheuses, des universitaires, des journalistes qui enquêtent également. On va compiler ces travaux, et on va aussi essayer d'indiquer quels sont les liens pour nous avec les courants politiques, quelles sont les stratégies d'infiltration de la pensée, y compris dans la politique, dans la pensée de l'État, et de nous permettre de nous armer. On a quand même dans le viseur un certain nombre de groupes privés qui aujourd'hui financent les extrêmes droites et qui par là finance aussi le développement des idées masculinistes. Alors, c'est des idées. Les masculinistes, c'est une idée inégalitaire des rapports entre les hommes et les femmes. En fait, il faut sortir de ce mot masculiniste qui donne, qui est un peu, comment vous dire, qui fait un peu gros muscle, qui donne des images. C'est juste défendre l'inégalité entre les hommes et les femmes. En quelques mots, puisque malheureusement l'interview touche déjà à sa fin, les résultats de ces travaux, on peut les attendre pour quand ? Printemps. Printemps. Printemps, oui, printemps. Et en quelques mots, peut-être une piste de régulation, peut-être une piste positive pour l'avenir ? Une piste de régulation, évidemment, ce serait déjà que ces contenus tombent sous le coup de la loi. Il y a beaucoup de contenus, je veux dire, l'appareil législatif, à bien des égards, il est disponible, hein, oui. Il est là. Hein. Il faut l'appliquer. Une autre piste positive, parce qu'en quelques mots, on parle beaucoup de ces contenus masculinistes. Il y a aussi beaucoup de contenus qui visent à montrer les ficelles de ces contenus masculinistes. Et je pense que beaucoup de parents auraient bien à faire de conseiller les regarder. À leurs enfants de suivre ces comptes-là qui déconstruisent. Merci beaucoup, merci infiniment Céline Morin, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Nanterre. Et merci à vous Laurence Rossignol d'avoir été avec nous, sénatrice du Val-de-Marne, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. On marque une courte pause, chers amis, on revient tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation pour vous parler d'un roman bouleversant qui explore le combat d'un père pour conserver sa place auprès de son enfant dans un système judiciaire perçu comme majoritairement favorable aux mamans. Une histoire inspirée de témoignages réels qui interrogent finalement la paternité, la filiation, l'équilibre familial et puis toutes les conséquences psychologiques d'une séparation qui a pu être conflictuelle. Bonjour Sébastien Lagrève. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Les Jours volés, c'est aux éditions du Panthéon. Première question un peu classique certes, mais qui est quand même assez importante. Pourquoi avoir choisi ce thème pour votre premier roman ? Bonjour, donc merci pour l'invitation. Donc effectivement, c'est un roman à dimension autobiographique. J'ai souhaité, à travers mon parcours de vie, relater ce que j'ai pu traverser et mettre du coup en lumière un sujet qui est plutôt d'actualité, le droit de garde des enfants sous l'angle des papas. Alors justement, qu'est-ce que vous avez traversé qui vous a inspiré ce livre ? Du coup, c'était tout un combat juridique. Donc j'ai été accompagné par mon avocate. Donc on a dû constituer un dossier, réunir des preuves. Et c'est toute une charge émotionnelle, être dans le stress, de ne pas savoir ce que va devenir du coup son enfant. C'est vrai que... Votre enfant qui avait quel âge au moment où ça s'est passé ? Au moment des faits, il avait 2 ans. Ouais. Donc c'est vrai que je raconte dans l'histoire comment c'est arrivé, mais c'est vrai que plus l'enfant est jeune, et naturellement il est confié à la maman, donc j'ai attendu qu'il ait un âge plus ou moins avancé pour pouvoir faire mes démarches. Alors justement, sur le 4e de couverture du roman, il y a ce chiffre qui fait quand même assez froid dans le dos et que je vais citer. Dans une société qui prône l'égalité des sexes, une réalité demeure souvent tue. 95% des gardes exclusives sont accordées aux mères. Donc même aujourd'hui, en 2026, avec tout ce qu'on entend autour de l'égalité, eh bien on considère que les papas ne sont pas capables d'élever leur enfant, peu importe son âge. C'est vrai que dans la configuration où j'étais, la maman était d'originaire du sud de la France. Donc une garde alternée n'était pas viable. Donc c'est vrai que mon avocate m'a dit dans cette configuration-là, 95% des cas sont confiés à leur maman. Et ça vous a fait quoi, vous, d'être nié finalement un petit peu dans votre mission, dans votre rôle de père ? C'est vrai que j'ai été accompagné par ma famille.
En tout cas, ma conviction était que je devais me donner tous les moyens pour pouvoir rester présent dans sa vie. Et donc, malgré les statistiques, je suis resté confiant pour pouvoir me battre jusqu'au bout pour mon fils. Alors ça, c'est votre histoire. Oui. Et il y a effectivement le roman avec des personnages de fiction, mais qui sont inspirés de ce que vous avez vécu. Est-ce que vous pouvez nous pitcher cette histoire-là? Effectivement, donc c'est le personnage principal est Hong Minh. C'est mon prénom d'origine vietnamienne. Donc j'ai voulu relater et romancer l'histoire avec du coup des personnages avec des prénoms fictifs. Qui sont greffés à cela. Donc, Hong Minh est un enfant adopté par un couple de Français et qui a été éduqué et béni dans l'amour de ses parents. Donc, il a grandi dans le département du Val-de-Marne. Et il a une quête qui est assez particulière, car c'est vrai qu'à chaque fois on associe l'adoption par un acte d'amour, et lui il a ressenti, en tout cas il a vécu comme un abandon de ses parents biologiques, et à travers cela il va chercher un amour, être aimé en retour, jusqu'au jour où il rencontre du coup la mère de son enfant. Qui s'appelle Camille dans le roman. Exactement. Et qui vont avoir un enfant qui s'appelle Alexis dans le roman. Et donc voilà, d'où est née cette histoire. Il y a effectivement cet aspect qui est très important dans les personnages et la dynamique de l'histoire, c'est le fait que le papa a été adopté lui-même. Ça pose beaucoup de questions et ça le travaille énormément également, puisque lui-même n'a pas eu de père biologique, il a ce manque-là, même si son père adoptif était présent, mais néanmoins il y a quelque chose qui se passe. De quelle manière cette adoption pèse finalement sur lui? Ça s'est marqué très jeune en fait. Son père Pierre lui avoue quelques années plus tard que pour avoir une réaction de sa part, il était obligé de le provoquer parce que Hong Minh était un enfant très discret, très réservé. Il était dans une crise existentielle. Invisible en fait, en réalité. Tout à fait. C'est une cicatrice invisible qu'il a portée en lui. Et ça s'est manifesté, oui, à l'école. Il était très discret, il ne savait pas vraiment où est sa place, qu'est-ce qu'il aimait, jusqu'au jour où il rencontre sa première relation amoureuse. C'était une réelle révélation pour lui de se sentir aimé et d'aimer en retour. Donc voilà. Il y a aussi quelque chose qui est marquant dans ce roman, c'est que le père reste dans une relation destructrice par amour pour son enfant plutôt que de partir. C'est le cas de beaucoup de gens qui nous regardent peut-être d'ailleurs et qui n'osent pas prendre cette décision, certes très dure, mais qui peut être salutaire en fait pour tout le monde. Et on reste dans quelque chose de très toxique en disant « oui, mais je reste pour mon enfant ». Tout à fait. En fait, c'était inimaginable pour Hong Minh de refaire les mêmes erreurs que sa propre histoire. Oui. Du coup, effectivement, il a fait taire ses propres émotions, ses propres intérêts pour le bien de son enfant. Donc son objectif premier, effectivement, c'était de rester dans ce foyer, même malgré que c'était une situation toxique. Il s'est dit, il faut que je fasse face, il faut que je reste pour mon enfant. Donc ça s'est passé en 2021, donc il y avait la crise Covid, donc comme des milliers et des millions de personnes. Mais ça a été dur pour beaucoup de couples et de familles, effectivement. On s'est retrouvés isolés et il y avait toute une phase d'introspection où il fallait tenir cap pour Alexis. Ouais. C'est un livre finalement qui est une réflexion sur les pères que nous sommes, puisque je suis papa également, aujourd'hui en 2026. Comment vous nous définiriez, nous, les papas d'aujourd'hui, et justement par rapport à l'image que beaucoup de femmes en ont manifestement, ou même que beaucoup de juges pour enfants et juges d'affaires familiales en ont aussi? C'est vrai que mon avocate qui m'a défendu m'a souligné que par rapport aux années précédentes, les papas d'avant ne se battaient pas forcément autant qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que la tendance a évolué. Les papas sont plus soucieux, veulent revendiquer aussi leurs droits pour rester présents dans la vie de leurs enfants, pour qu'il y ait vraiment, une équité, que chacun a des droits par rapport à son enfant. Donc je pense que c'est en tout cas dans de bonnes voies. Ouais. Justement, qu'est-ce que vous souhaitez que les lecteurs retiennent de ce roman? Est-ce que c'est finalement la dénonciation d'un système? Est-ce que c'est un simple témoignage, simple entre guillemets évidemment, un message d'espoir? Est-ce que c'est tout en même temps? Oui, c'est un peu un tout. C'est un peu un message d'espoir.
Et aussi, voilà, mon histoire n'est qu'un récit parmi tant d'autres. Et je sais que beaucoup de papas se retrouvent dans des situations d'impuissance. Donc c'était pour mettre aussi en lumière un sujet d'actualité et d'enjeu vraiment primordial. Vous l'avez dit que vous êtes papa, donc vous comprenez l'importance que c'est. Donc pour moi, c'était important de pouvoir mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Et c'est un livre pour les papas et les mamans, bien évidemment. Merci Sébastien Lagrève, auteur du livre Les Jours volés aux éditions du Panthéon, un livre que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies en ligne ou dans vos librairies physiques sur commande. Merci encore d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique d'Adrien Fontenot. Il va être question des écrans. Alors aujourd'hui, Adrien, dans votre chronique, vous vous êtes intéressé à un sujet qui traverse l'actualité éducative, politique et parentale depuis de nombreuses années maintenant. Ce sont les écrans. Ils sont évidemment partout, puisque vous nous regardez d'ailleurs à travers un écran, donc la preuve en est. Téléphone, réseaux sociaux et puis l'intelligence artificielle aussi. Oui, partout, et on entend souvent que les jeunes seraient en danger, happés ou encore abrutis par ces fameux écrans. Mais cette peur n'est pas vraiment nouvelle, c'est même tout l'inverse. Vous allez voir, la peur des écrans chez les jeunes est une vieille histoire, une histoire qui se répète à chaque grande révolution culturelle finalement. Alors à l'époque, il y a très longtemps maintenant, il n'y avait pas forcément d'écran, certes, mais à chaque période, un nouveau média est apparu et immédiatement les adultes paniquent pour la jeunesse. Alors aujourd'hui, on l'a dit, ce sont TikTok, Instagram ou encore l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place, on y reviendra. Mais hier, c'était la télévision, avant-hier, la radio et encore avant, il y avait même les livres. Les livres. Oui. Les livres, on interdisait effectivement à un moment aux jeunes de lire des livres. Oui, ça peut paraître fou, mais de notre temps, et plutôt au XVIIIe siècle, certains médecins et philosophes expliquaient que la lecture excessive rendait les jeunes nerveux, asociaux, voire malades. On parlait de fièvre de la lecture, surtout chez les jeunes filles accusées de fuir la réalité à force de romans. À cette époque, être une femme et mettre ses obligations sociales de côté pour laisser libre cours à son imagination en lisant de la fiction, je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner. C'était pas forcément tout rose à l'époque, parce qu'il faut comprendre ces peurs en prenant en compte le contexte social et historique. Avant le XVIIe, lire était une activité collective et orale. Lire un livre dans son lit impliquait déjà de savoir lire, avoir les moyens de se payer ce livre aussi, et aussi avoir une chambre. Ça paraît pas forcément évident pour tout le monde. Aussi. Ouais, c'est bien aussi avoir un lit. Parce qu'on pouvait avoir une chambre et une paillasse, par exemple. Et tout le monde ne l'avait pas au XVIIe siècle. Et c'est donc progressivement que lire va devenir une activité solitaire moins inhabituelle. Cet isolement inquiète à cause de la transgression rendue possible à l'abri des regards. Là, c'est l'historien Thomas Lacker qui l'explique dans son livre Solitary Sex. Il fait un lien direct entre ses inquiétudes d'époque et la vision de la masturbation, la découverte de son corps chez les jeunes comme une menace publique. Le livre Premier danger qu'on n'avait pas forcément vu venir. Alors, heureusement, depuis, le livre n'est plus une menace. Donc, chers amis, adolescents, jeunes, lisez. Vous pouvez y revenir, vous allez voir, ça fait pas mal du tout. Mais c'est vrai que vous avez d'autres exemples, Adrien, et notamment l'arrivée du téléphone. Ah oui, plus proche de nous, si vous voulez. Mais on continue de dérouler la fresque du temps. Dans les années 30, la radio est accusée de détourner les enfants de l'école. Quelques années plus tard, c'est le cinéma qui va être jugé par le tribunal populaire. Et là, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous propose simplement d'écouter cette archive d'un débat. Le titre, faut-il faire des films pour les enfants? Nous sommes en 1949. Les enfants vont n'importe comment au cinéma. Ils sont mélangés aux adultes. Ils y vont à n'importe quelle heure. Ils y vont plusieurs fois par semaine. Souvent, assistent à des séances 3-4 fois, ils voient le même film. Tout cela est fort anarchique. Et si on doit maintenir un principe de liberté à la base de toute cette discussion, il est quand même nécessaire de veiller à ce que le cinéma ne soit pas dangereux pour la jeunesse et qu'au contraire, même dans les loisirs, il puisse contribuer à non seulement son éducation, mais surtout à sa distraction dans des conditions convenables. Mais des films bons pour adultes sont dangereux pour les enfants. L'enfant voit dans le film une image de la réalité. Il y puise une fausse image de la vie et la répétition des scènes exceptionnelles, indispensables pour intéresser les adultes, donne aux enfants une fausse conception de l'existence. Ainsi, le cinéma qui se présente pour moi comme la synthèse vivante et puissante de tous les moyens possibles d'expression, au lieu de hâter l'éclosion et l'épanouissement des enfants, la retarde. Voilà, on a presque l'impression d'entendre les débats C'est incroyable d'entendre ces mots, surtout quand on sait combien le cinéma ouvre aujourd'hui les enfants vers la culture, vers la musique, vers l'acting, peu importe. Et on n'était qu'en 49. On continue. Dans les années 60-70, c'est la télévision qui devient l'ennemi public numéro 1. Je vous parlais du livre. Là, les réflexions de l'époque, c'est plutôt les enfants ne lisent plus, ils ne réfléchissent plus, ils deviennent violents. Et j'en passe sur la télévision. Écoutez l'analyse de Monique Dagneau. Elle est sociologue au CNRS, spécialiste des médias, d'Internet et de la culture des jeunes.
Si vous voulez, par exemple, au début des années 50, quand la télévision est devenue un média de masse, regardé familialement, déjà des sociologues à Harvard avaient observé les déplacements importants des temps sociaux et des modes de vie familiaux. Je me souviens, en 2 ans, donc c'est vraiment un effet masse, et ce n'est que la télévision, et pas la télévision qu'on connaît aujourd'hui. La durée de sommeil des enfants avait diminué d'1 heure en moyenne, et il y avait pratiquement une proportion très 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 importante de familles américaines qui déjeunaient devant la télévision, avec tous les effets que ça peut avoir, c'est-à-dire la diminution des interactions familiales. Donc de ce fait, on avait apprécié que ça transformait de façon puissante les modes de vie des individus. Voilà, dans les années 90, ensuite, va y avoir l'avènement des jeux vidéo, avec les années 2000, Internet, et aujourd'hui, donc, les réseaux sociaux et même l'intelligence artificielle. Les réseaux et l'intelligence artificielle qui sont donc aujourd'hui, c'est vrai, un petit peu les boucs émissaires, mais qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui les différencie finalement de tout ce que vous nous avez exposé jusque-là? Alors, principalement, c'est la vitesse et la visibilité apportée par ces plateformes. Les réseaux sociaux rendent les pratiques des jeunes visibles en temps réel, ce qui amplifie l'inquiétude des adultes. Si je vous parle du scrolling, le fait de passer son temps à faire défiler... C'est les algorithmes aussi qui sont dangereux en réalité. Les algorithmes, vous me volez le mot, Loïc, c'est ça, qui s'adaptent à nos activités, nos modes de consommation, et puis ensuite pour nous proposer des contenus qui ne nous font plus quitter les écrans. Ce temps d'écran massif, l'économie de l'attention, c'est autant de mots et de notions qui cristallisent les peurs. Mais ce qui est intéressant, c'est la panique morale qui est toujours la même. On accuse la technologie, mais on parle rarement des conditions sociales, éducatives ou familiales, du contexte dans lequel on vit aussi aujourd'hui au XXIe siècle. C'est ce qu'expliquait Anne Cordier, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication. Elle est spécialiste des usages numériques pour les jeunes. Pour elle, le débat actuel sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans n'a pas lieu d'être. Non, je reconnais que la situation est préoccupante parce qu'on a, de toute façon, c'est une certitude, une baisse d'année en année, depuis 2010 en fait, du bien-être chez la population française et notamment, bien sûr, chez les adolescents et chez les jeunes adultes. La faute aux réseaux sociaux ? Mais bien sûr que non. C'est-à-dire qu'on n'a pas de causalité. Depuis 2010, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a effectivement un ensemble de facteurs. On vit dans une société où on nous parle de guerre, où la guerre se rapproche géographiquement et temporellement aussi pour la génération actuelle. On a eu la crise sanitaire, on a eu un nombre d'attentats quand même importants et qui ont frappé le sol. Une planète qui brûle, enfin, je veux dire, ces jeunes vivent dans un... Et nous vivons pour vous, il y a tous... une forme de simplisme de la part des politiques d'associer usage des réseaux sociaux il faut pas faire croire et problème de la santé mentale chez les jeunes. Il ne faut pas faire croire qu'en faisant ça, on va réduire et on va régler la question. Alors, ce qu'on peut même comprendre finalement, c'est que l'enjeu réel, c'est pas tant l'écran, c'est même pas ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Ah non, vraiment, on peut dire ça. C'est tout du moins, on peut dire que c'est pas le seul. Le vrai débat, c'est l'accompagnement, évidemment. À chaque époque, les adultes ont eu le choix entre interdire, diaboliser ou expliquer et transmettre. Historiquement, la transmission fonctionne toujours mieux que la peur. Les écrans ne sont ni des sauveurs ni des démons. Ils sont le miroir de notre société. Et si chaque génération a peur pour sa jeunesse, c'est peut-être parce que chaque génération a peur du monde qui change. Je vous l'accorde, c'est très facile, dit comme ça. Évidemment aussi que les nouvelles technologies doivent être encadrées. Au-delà même des problématiques qu'on a évoquées, on peut aussi parler des prédateurs sexuels qui opèrent en ligne. Mais ce n'est pas en interdisant quelque chose que vous réglez la chose en elle-même. En tout cas, aujourd'hui, on s'inquiète des écrans, mais ça vaut parfois le coup de se souvenir des peurs d'hier qu'on a réussi à surmonter. On espère qu'il en sera de même avec les écrans. Merci beaucoup, Adrien Fontenot, qui se joue un petit peu philosophe aujourd'hui, qui essaie de nous faire prendre de la hauteur sur les choses. Merci infiniment. Tout de suite, les amis, on est en 2026 et ça change pas. Le School TV, le Zap de School TV, quand on met les mots à l'endroit, ça marche toujours mieux. Le Zap. L'IA n'est pas là pour nous piéger, c'est nous-mêmes qui nous piégeons avec l'IA. Et l'inconscient, c'est quoi ? Je vais vous donner un exemple. Voilà. Je vais vous demander de ne pas faire deux choses. Ne levez pas la main gauche. J'ai l'impression que ça marche un petit peu. Oui, mais parce que je tiens un stylo. Oui, peut-être. Et par contre, ne pensez pas à 3 plus 2. Ça fait 5. Ah mince. Et oui, vous avez 5 dans la tête immédiatement. Kahneman, prix Nobel décédé il n'y a pas longtemps, nous explique que 95% de ce que l'on fait tous les jours est automatique. C'est comme ça qu'on n'est pas fatigué et qu'on est très fatigué quand on dit « Oh là, aujourd'hui, j'ai fait un truc que je faisais jamais avant, c'est très compliqué. » Eh bien, quand je automatise les choses, je les simplifie. Et quand je les simplifie,
je les biaise au sens où je fais des raccourcis. Mais peut-être que je peux vous faire, si on peut projeter 2 ou 3 images. Mais avec grand plaisir. Je vais vous faire une petite démonstration. Ici, vous, par exemple, vous voyez quoi? Eh bien, écoutez, sur la première image, j'aurais tendance à dire que je vois un chien assis. Sur la deuxième, peut-être un chat assis. Et sur la dernière, un lapin. Très bien. Alors, merci. Et désolé de vous tromper à chaque fois et de vous piéger. Effectivement, on a envie de voir un chien, un chat, un lapin. Certains disent, c'est peut-être un loup. En tout cas, on a changé le cadre. On est là dans des animaux que l'on doit reconnaître. On n'est pas là pour se douter qu'en réalité, passer la diapo suivante, qu'il s'agit de gens qui se regardent. Et il ne s'agit que de gens qui se regardent, qui se sourient dans l'empathie. Et le cadre que j'ai commencé à fixer vous a induit en erreur. Évidemment, c'est un piège que, d'ailleurs, vous retrouverez, il y a une 40aine de pièges comme ça qui va sortir dans un bouquin chez Duno sur des pièges qui permettent d'aller emmener les étudiants à comprendre ce que c'est que refermer le cadre, refermer le champ des possibles et douter. Et ça, c'est la nouvelle compétence avec l'IA, douter de la réponse parce que je doute de l'influence que j'ai commencé à mettre. J'ai quand même le sentiment que, vous parlez de la puissance du récit, c'est le côté humain dans votre démarche qui fait la différence. Oui, c'est vraiment ce côté humain. Et puis le témoignage de Bruna est intéressant parce que l'objectif, c'est pas non plus de montrer des parcours inaccessibles. Tout le monde ne devient pas Marie Curie, etc. Ça peut aussi donner cette image d'inaccessibilité. C'est au contraire de montrer des femmes qui occupent des métiers très concrets et qui parviennent déjà à occuper ces postes, quels que soient d'ailleurs les parcours qui ne sont pas forcément linéaires, et ça c'est aussi un message très important à faire passer, et puis de montrer la richesse de ces métiers. Enfin, moi, Bruna m'a partagé aussi ses fonctions dans son entreprise, et c'est absolument passionnant. Et c'est vrai que c'est des métiers qu'on ignore. Et donc c'est intéressant auprès de ces jeunes filles de montrer un peu la face cachée finalement de leur quotidien, puisque tout le monde prend les transports quotidiens, mais on n'imagine pas qu'il y a ces métiers qui peuvent être hyper intéressant et aussi avec beaucoup de sens, parce que c'est vrai que les filles sont très demandeuses de métiers porteurs de sens, et donc c'est aussi ces témoignages qui permettent de donner ce sens-là et de donner l'envie. Nous, vraiment, notre rôle, c'est de susciter l'étincelle auprès de ces jeunes filles. Sur cette image, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quelle est l'erreur sur cette image? Je laisse 3 secondes aux spectateurs pour essayer de comprendre. Et voilà. 3 secondes top chrono. Et moi-même, je vais vous le dire, je n'ai pas vu l'erreur. On me l'a soufflé dans l'oreillette. C'est qu'il y a 2 fois voir. Exactement. Et notre cerveau a pris le soin d'enlever sans mon autorisation ce qu'il pensait être inutile. Ça veut dire que dans l'enseignement, en général, ces biais s'appliquent. Mais avec l'IA, le problème, c'est que lorsque je vais prompter, lorsque je vais rédiger inconsciemment ma question, je vais utiliser ce type de biais. Et vous avez vu que c'est invisible, c'est imparable. On n'a pas la notion de l'importance de nos biais, de nos stéréotypes, de notre tri de l'information. Et regardez encore un exemple ici. Est-ce que vous êtes capable de voir l'erreur sur cette image? Alors, honnêtement, pour être clair, j'ai pas mis 2 fois le mot voir, je l'ai déjà fait une fois. Oui, alors j'ai quand même cherché en priorité ça, mais là, je ne vois pas quelle est l'erreur sur cette image. Eh bien, simplement, les dames sont assises sur rien du tout. Il n'y a pas de banc. Eh oui. Sauf que votre cerveau, alors au début, le cerveau a imaginé que ça voulait dire ça, donc il a transformé la réalité pour les animaux. Il s'est autorisé à supprimer un mot, et maintenant il s'autorise à rajouter des choses. C'est-à-dire que nous les humains, des semblables, on est des quêteurs de sens. Ce qui n'a pas de sens doit trouver du sens. Et c'est en cela qu'on cherche à clôturer les choses. On ne veut pas du doute. Le doute nous ennuie. Un de nos programmes qui est Elle bouge en primaire, où on intervient là dès l'école primaire, de la classe de CE2 à CM2, en classe entière. C'est un enjeu central, Isabelle? Oui, c'est un enjeu. L'intervention? Oui, c'est incroyable. Oui, parce que effectivement, comme je vous l'expliquais, les filles décrochent en maths dès le 2e trimestre de l'école primaire, et on voit que les stéréotypes de genre sont déjà très installés. C'est assez saisissant. Et comment ils réagissent, du coup, nos jeunes élèves de primaire quand vous intervenez dans les établissements? C'est fantastique, hein. Ils sont très, très impliqués. On intervient à travers le jeu.
Donc ce sont important. Voilà. Bon. Donc ce sont pour avoir un peu d'attention, toujours voilà. important. Ouais. Là encore, ce sont nos bénévoles femmes rôle modèles qui viennent dans les classes et qui parlent des notions de mixité, de stéréotypes, etc., qui commencent à expliquer ce que c'est pour favoriser la prise de conscience. Il y a des petits jeux autour des métiers et l'objectif c'est de montrer qu'il n'y a pas de métier d'hommes et pas de métier de femmes. Ouais. Et malheureusement, on voit que dans les remarques des enfants, c'est déjà bien ancré. Et puis ensuite, en temps 2, il y a une visite soit en entreprise, soit dans un établissement d'enseignement supérieur pour montrer les métiers. Et donc, à chaque fois, il y a cet échange avec ces femmes. Et en temps 3, il y a une sorte de débriefing en classe, idéalement avec les parents, pour les sensibiliser eux aussi. Et on a un petit livret aussi pédagogique qui est partagé à la maison avec des jeux à faire avec les parents, un courrier aussi adressé aux parents, avec notre objectif aussi de les sensibiliser. Et voilà pour le ZAP. Un grand merci d'avoir passé cette belle soirée avec nous. Aujourd'hui, pour vous accueillir à la réalisation, c'était Xavier Sanchez. Au son, Alexis Oustabassidis. Au maquillage, Morgane Brunet et Siam Carbouche et Elodie Wilfried à la rédaction. Demain, vous retrouvez à ma place Louisa Garotiard et Virginie Guillaume la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt Adrien, vous revenez mercredi. Moi je serai là mercredi sur School. Merci beaucoup d'avoir passé cette soirée avec nous. Bye bye.